Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va faire le débrief de cette deuxième journée du tournoi Destination qui était riche en enseignements et on commence tout de suite par Écosse-Irlande, c'était du côté de Murrayfield et on a eu un très bon match, surtout en première mi-temps, beaucoup d'intensité, beaucoup d'action en fait dans ce match, il s'est passé beaucoup de choses, on s'est pas ennuyé. Lors de la première mi-temps, en deuxième mi-temps c'était un peu moins le cas, il y a eu on sent qu'on a eu du mal à tenir le choc de la première mi-temps. Alors victoire de l'Irlande 22-13 et ça s'est surtout joué sur des détails en fait ce match. L'Écosse a raté des occasions, des moments où il devait marquer des points et l'écart est un peu sévère mais au final c'est le rugby moderne, il faut concrétiser ces temps forts. J'ai envie de revenir moi sur les 10 premières minutes de ce match. L'Écosse pilonne énormément. Il y a une occasion manquée au bout de 4 minutes de jeu, un mauvais choix de Stuart Hogg après 9 minutes là aussi où va tenter une mauvaise passe à un moment où c'est pas intéressant et au final ils dominent les 10 premières minutes et ils se font contrer à la fin de ces 10 premières minutes de domination par un essai irlandais. Et au final, les 9 points qu'ils vont prendre de retard à ce moment-là, ils vont les garder pendant toute la rencontre et ils vont jamais réussir à revenir alors qu'ils ont des occasions de revenir parce que l'Irlande n'a pas été impériale encore. On sent qu'ils avaient eu un peu, ils ont souffert face à l'Angleterre, ils ont eu une semaine compliquée. Dans les médias irlandais, on n'a pas été tendre avec eux sur le match de l'Irlande face à l'Angleterre. Et là, ils ont tenté des choses. Ça n'a pas été impérial du tout du côté de l'Irlande, mais ils gagnent avec l'expérience. L'Écosse, si elle concrétise beaucoup plus ses temps de domination, elle aurait pu gagner véritablement. Ils ont manqué, j'ai compté, 2 à 3 occasions d'essai, ce qui est quand même important. On va revenir tout de suite sur l'action du match. Pour moi, l'action de ce match, c'est la 35e minute. Ballon pour l'Écosse. L'Écosse est menée 10-12 à ce moment-là, donc le match est encore très serré. En plus, ils sont à domicile, je rappelle, on est à Murrayfield pour ce match. Et là, à partir de ce moment-là, on a une action. Pendant 4 minutes, les Écossais vont pilonner la défense irlandaise. Ils vont enchaîner 25 actions offensives. Et au final, ils ne marquent pas, ils ne prennent même pas 3 points. Même pas une pénalité, en fait, au final. Et cette action, c'est un tournant du match, véritablement. Parce que à ce moment-là, l'Écosse est toujours très proche de l'Irlande et peut revenir. Et à la mi-temps, ils sont quand même derrière. Ils font un super match. Ils ont des occasions, énormément d'occasions en première mi-temps. Ils vendangent pas mal quand même les Écossais. Et là, à ce moment-là, le match se tourne. L'Irlande prend l'avantage mentalement. Et ça va surtout jouer en deuxième mi-temps, cette action-là, parce que physiquement, elle a fatigué les Écossais. Et les Irlandais derrière, ils vont avoir le même type d'action, où eux, ils vont réussir à prendre 3 points après 25 actions offensives. Et c'est là où ça joue un match. C'est sur des détails, mais réussir à marquer sur ces occasions, sur ces temps forts. Et là, c'est un temps fort de l'Écosse, c'est important au niveau international. Il faut réussir à concrétiser ces temps forts. Et l'Écosse n'a pas réussi à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'elle a perdu ce match. On passe tout de suite au top et flop. Alors, les tops de l'Irlande. On va commencer par l'Irlande. Les tops dans le jeu, et puis ensuite les tops au niveau des joueurs. Top au niveau du jeu. Moi, ce que j'ai aimé du côté de l'Irlande, c'est la mêlée. La mêlée a été assez forte. En fait, tout le secteur de la conquête, ils ont dominé les Irlandais. Ils ont fait également des bonnes touches. Enfin, ils ont surtout profité en fait des erreurs un petit peu au niveau de la touche des Écossais. Moi, j'ai trouvé que voilà, la conquête, c'est là où ils gagnent aussi un petit peu. C'est là où l'Écosse a été un peu trop tendre. C'est dans le secteur de la conquête où ils ont récupéré des ballons à un moment, à des moments importants. À des moments, ils étaient malmenés par l'Écosse en première mi-temps. Et c'est des ballons qui leur ont fait du bien physiquement et mentalement. Et c'est là où on voit que l'Irlande, c'est une équipe d'expérience. Vraiment, ça a très bien joué du côté de l'Irlande. Pas non plus négliger la défense. Alors certes, la défense de l'Irlande est resserrée. C'est vrai qu'on a une défense qui est quand même qui n'utilise pas toute la largeur du terrain. On est sur une distance assez resserrée. Mais au final, comme l'Écosse n'a pas réussi à la prendre de vitesse, à chaque fois il y avait toujours deux, trois personnes sur le porteur de balle, parce que c'est une défense qui est resserrée mais qui va extrêmement vite. Elle coulisse très très vite cette défense,
et ce qui lui permet d'être très performante. Au final, l'Écosse n'a jamais vraiment réussi véritablement à percer la muraille irlandaise. À chaque fois, il y avait 2, 3, 4 joueurs. Et c'est pour ça aussi peut-être que les occasions sont manquées, parce qu'ils n'étaient pas seuls et que ce n'étaient pas des occasions toujours extrêmement faciles. Alors moi, ce que j'ai pas aimé du côté de l'Irlande, ce sont les passes plates. J'ai trouvé qu'ils ont fait beaucoup de passes sur le même plan. Alors ce que j'appelle sur le même plan, c'est quoi? Au rugby, vous savez très bien, les joueurs doivent se faire des passes en arrière. Mais sauf que là, du côté de l'Irlande, on se faisait des passes, on était quasiment côte à côte. C'est-à-dire, les deux joueurs étaient quasiment parallèles, en fait, l'un à côté de l'autre. Et ça a permis à l'Écosse de récupérer énormément de ballons. Ils ont fait énormément d'interceptions, les Écossais, pour quelque chose d'assez bête, en fait. On fait des passes un peu derrière. Les passes plates, c'est la meilleure manière de perdre des ballons. À des moments où, pourtant, l'Irlande devait concrétiser un petit peu certaines actions, éviter surtout que l'Écosse ait le ballon, parce que l'Écosse, on sait qu'ils sont très performants en attaque. Alors maintenant, on passe à l'Écosse. Les plus, moi ce que j'ai aimé, c'est l'animation des trois quarts. Alors l'Écosse, on sait que c'est leur spécialité depuis 2015, 2014, depuis surtout la Coupe du Monde 2015, on avait repéré ça. Ils ont une capacité à avoir des trois quarts L qui arrivent à jouer très rapidement. Ils sont très rapides, très performants ces trois quarts L. Et surtout, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que stratégiquement, ils jouent très bien. Les Écossais offensivement, ils utilisent énormément les passes en deuxième rideau. C'est-à-dire que, pour expliquer, les joueurs en fait en attaque arrivent toujours à pleine vitesse sur la défense. Et c'est pour ça qu'ils sont très durs à défendre, les Écossais. Et que l'Irlande a fait un sacré match. Parce qu'ils arrivent toujours à pleine vitesse. Il aura peut-être manqué aussi à un moment dans le match Stuart Hogg. Parce que Stuart Hogg, il sort au bout d'une quinzaine de minutes de jeu. Et c'est quand même un joueur important de l'équipe d'Écosse. Et on l'a vu, les 2-3 actions qu'il a fait en première mi-temps, il a été très performant. Mais l'animation des trois quarts et les passes en deuxième rideau, ça c'est ce qui me plaît dans l'Écosse et ce qui leur permettra peut-être de faire une bonne Coupe du Monde également. Les moins du côté de l'Écosse, il ne faut pas négliger que manquer 2-3 occasions dans le match qui sont... Alors pour moi, c'est des immanquables. L'occasion après 4 minutes de jeu, on ne doit pas l'arrêter. Il y en a une aussi après 23 minutes. L'occasion après 23 minutes, c'est dommage. Une passe mal assurée. C'est 5 points qui s'envolent, voire même 7, parce qu'ils ont quand même un beau marqueur au pied. Et au final, ça met aussi du doute dans l'équipe offensivement parce qu'on n'arrive pas à prendre l'avantage alors qu'on est plutôt dans une action, on est plutôt dans un temps fort et on n'arrive pas à marquer. Et au bout d'un moment, on doute. Et au final, moi je trouve que si l'Écosse marque cette occasion au bout de 4 minutes, le match n'est pas du tout le même. Et même si elle rate l'occasion à 4 minutes et qu'elle marque à la 23e minute, elle reprend l'avantage à ce moment-là, l'Écosse. Et là, le match est relancé. Le match est relancé parce que l'Irlande est obligée de cravacher. Et l'Irlande, offensivement, ça n'a pas été top. Ils ont perdu beaucoup de ballons à cause de ce problème de passe plate. Ce que j'ai pas aimé également du côté de l'Écosse, c'est qu'ils se sont fait avoir régulièrement en défense. Alors la défense de l'Écosse, elle est très agressive. C'est-à-dire que les joueurs écossais montent très très vite sur le porteur de balle. Ça leur a permis de récupérer les ballons sur les passes plates des Irlandais. Par contre, ils se sont fait avoir à certains moments parce que vous avez le phénomène d'agressivité et au final, vous avez 14 joueurs quasiment sur la même ligne, voire 15. Et dès que les Irlandais ont joué un petit peu dans la profondeur, dans le dos de la défense, on va dire, à chaque fois, les Écossais ont été en difficulté. Et à chaque fois, surtout en deuxième mi-temps, ça leur a joué beaucoup de tours. Et puis la fin du match. La fin du match des Écossais, les 10 dernières minutes, ils sont encore au contact. Sur les 10 dernières minutes, 68e minute, on est à 13-22, mais ils sont quand même au contact parce qu'au final, il n'y a que 9 points d'écart. Ils peuvent revenir, un essai, et ils sont quasiment au contact. Ils prennent au moins le bonus défensif. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait beaucoup de fautes, d'erreurs. Je pense un petit manque de lucidité en fin de match parce qu'ils avaient fait une grosse intensité en première mi-temps. Et c'est dommage de perdre ce match sur des petits détails de genre. Le top joueur de l'Irlande, vous le voyez à côté de moi, c'est Rob Kearney. La deuxième mi-temps de Rob Kearney, elle est assez étonnante, moi je trouve. Il a fait beaucoup de percées. C'est lui aussi qui a aidé énormément l'Irlande grâce à ses percées, à garder le ballon à certains moments parce qu'il fallait garder le ballon.
et puis aussi à proposer des choses. Il est important sur l'essai du 17-10 de Earls, où il va trouver des solutions. Voilà, c'est un joueur intéressant, Rob Kearney. Ce que j'ai pas vraiment aimé du côté des Irlandais, c'est de l'autre côté, pardon, c'est Conor Murray. Alors Conor Murray, certes, Sexton sort sur blessure après 25 minutes de jeu. Bon, Sexton, c'est un peu le maître à jouer de cette équipe irlandaise, on le sait tous. Malgré tout, il a été complètement perdu. Même avant, il n'a pas fait un très grand match, mais après, il a été complètement perdu. Alors, il provoque beaucoup de pertes de balles de son équipe, parce que c'est lui qui est responsable de ces fameuses passes plates, qui ont failli coûter énormément aux Irlandais. Et puis, il n'arrive pas à faire un très grand match. C'est-à-dire Conor Murray, à la peine pendant toute la rencontre. Moi, j'ai trouvé que du côté des Irlandais, c'est le joueur qui a le moins bien joué. Du côté de l'Écosse, moi j'ai mis en plus Jamie Ritchie. Il a fait, je trouve, un très bon match. Il a gratté beaucoup de ballons. Il a une statistique qui est assez étonnante également, c'est 96 plaquages réussis pendant le match. Et c'est l'un des rares également qui, en deuxième mi-temps, sur ce dernier quart d'heure, n'a pas baissé en intensité. Il a réussi à conserver un rythme important. Par contre, du côté des Écossais, le joueur qui, je pense, coûte quand même pas mal de points, c'est Sean Maitland. Alors déjà le premier essai, parce que on ne sait pas, l'incompréhension entre les deux ailiers, elle ne doit pas se passer à ce moment-là. On est après 10 minutes de jeu. Ils n'ont pas communiqué entre eux, en fait, j'ai l'impression. Et ça fait un essai casquette, un petit peu, de la part des Irlandais. Et puis, beaucoup de pertes de balles du côté de Sean Maitland. C'est-à-dire, autant ça marchait bien d'un côté, les attaques de l'Écosse, pardon, autant de l'autre, avec Maitland, ça marchait pas du tout. La note du match, au final, moi j'ai décidé de mettre un 8 sur 10. On a vu une énorme première mi-temps. Si on avait conservé le rythme de la première mi-temps, j'aurais mis 9, 9,5 sur 10. C'est dommage, c'est le dernier quart d'heure où l'Écosse perd le rythme. On passe à Italie, Pays de Galles. Alors, victoire du Pays de Galles 26-15. C'est un match intéressant. C'est pas un match mauvais en soi. Moyen au niveau de la qualité de jeu. Mais c'est un match qui est intéressant. Pourquoi j'utilise le terme intéressant? Parce qu'il est intéressant pour la suite du tournoi. C'est un match qui me pose énormément d'interrogations sur ces deux équipes. Parce que c'est un match où moi j'ai eu l'impression qu'un match un petit peu sur courant alternatif. C'est-à-dire qu'à des moments, le Pays de Galles était capable de proposer de très belles choses. Et puis à d'autres moments, j'avais l'impression qu'il laissait jouer les Italiens un petit peu. La fin de la première mi-temps, le début de la deuxième mi-temps, les Italiens ont la capacité même de passer devant au score. Et c'est assez bizarre que le match... il y a eu une sorte d'euphorie pendant toute la rencontre. Et moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que j'ai l'impression que le Pays de Galles s'adapte à son adversaire en fait. J'ai l'impression que le Pays de Galles, quand ils sentent que l'adversaire n'est pas exceptionnel, ils décident un petit peu de les laisser jouer. J'ai eu la même impression quand ils ont joué face à l'équipe de France en première mi-temps. J'avais cette impression qu'ils laissaient jouer un petit peu leur adversaire. Et puis, quand ils s'aperçoivent qu'ils ont un peu de force contre eux, ils décident d'accélérer le jeu. Mais ils se contentent un petit peu de pas grand-chose, les Gallois. J'ai l'impression que ça peut leur jouer des tours sur les prochains matchs, surtout face à l'Angleterre qu'ils vont rencontrer très bientôt. L'action du match, c'est l'essai de Abraham Stein, le joueur italien. Moi j'ai trouvé, alors déjà il a fait un bon match, mais en plus c'est un essai qui intervient en fin dans les 10 dernières minutes de la fin de la première mi-temps. On est aux alentours, je crois, me rappeler de la 33e minute. Et à ce moment-là, les Italiens sont menés au score. Et Stein, en fait, c'est l'aboutissement d'un travail collectif qui commence sur une touche et qui ensuite est un enchaînement de temps de jeu, de petits ballons portés, en fait, qui vont amener à l'essai. C'est un essai d'avant, quasiment, enfin de joueurs véritablement du pack.
des joueurs importants du pack, enfin du 8 de devant. Moi, j'ai trouvé que c'est un essai intéressant parce que ça n'a rien à voir avec ce que proposait l'Italie il y a encore 3-4 ans. C'est-à-dire que l'Italie, c'était plutôt des courses, des essais pas trop travaillés, ça jouait en 2-3 passes sur des ballons de compte, des situations de ce type. Et là, on a les basiques du rugby en fait. Une touche, une touche qui est gagnée, une touche qui est très bien utilisée, sans prendre de risques, et puis ensuite des petits ballons portés. On gagne pas 15 mètres à chaque fois, on gagne 3, 4 mètres. Mais quand on est dans les 22, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire des gains de 45 mètres. L'objectif, c'est d'aller vers la ligne d'essai. C'est d'aller, comme on dirait aux États-Unis, vers la red zone. Et là, c'est ce qu'il fait. Et ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils font des bons choix. À un moment, ils inversent le jeu pour marquer le point. Et au final, c'est, je trouve, intéressant pour l'Italie de voir que elle arrive à utiliser les basiques du rugby. Et depuis quelque temps, on avait quand même des doutes. Les top et flop du match. Et ben moi je dirais du côté du Pays de Galles dans le jeu, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que les Gallois, quand ils ont dominé, contrairement aux Écossais du match précédent, quand ils ont dominé, ils ont marqué des points. C'est du pragmatisme. Les Gallois ont dominé les 30 premières minutes de jeu. Totale domination, les Italiens ne voient pas le jour. Cependant, les Italiens défendent bien pendant ces 30 premières minutes. Et donc, même s'ils défendent bien, ils commettent quelques fautes, parce qu'au bout d'un moment, quand tu es acculé en défense, tu peux pas faire autrement. Et ils ont pris les points. Alors, ils prennent 3 points à chaque fois, mais ça leur permet, au bout de 30 minutes, de mener 12-0. Alors, dans le même cas, comme j'avais dit, l'Écosse, elle était menée au score, alors qu'elle dominait son match face à l'Irlande. Donc, c'est un petit peu l'inverse. Ce que j'ai aimé également, c'est la mêlée galloise. Alors, certes, en face, les Italiens, c'est plus forcément leur point fort. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient fait un bon travail là-dessus. Ça a même permis le premier essai. Ils avaient déjà eu un très bon match en mêlée face à l'équipe de France lors de la première journée. Donc ça va être leur point fort. Et l'Angleterre, je suis pas sûr que dans ce domaine-là, elle maîtrise totalement. J'ai toujours des doutes sur l'Angleterre. Depuis la Coupe du Monde 2015, je sais qu'ils ont travaillé le secteur de la mêlée. Mais j'ai quand même des doutes. Moi par contre, ce que j'ai trouvé mauvais dans le match, des Gallois, c'est les touches. Ils ont raté beaucoup de touches dans le match. Il y a beaucoup de ballons récupérés par l'Italie, ce qui a permis des fois d'avoir des situations un petit peu dangereuses pour eux. Le premier essai italien, il y a un manque d'opposition de la part des Gallois sur la touche, je trouve. Et puis le deuxième point noir, c'est l'animation offensive. Les Gallois font beaucoup de passes, ils perdent peu de ballons, il n'y a pas d'en avant, mais il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a des passes, on n'avance pas. C'est-à-dire que les Gallois, pendant toute la première mi-temps, il n'y a quasiment pas de gain en fait. Ils gagnent très peu de mètres grâce aux passes. Et ça, c'est dommage parce que ils peuvent se faire avoir sur un match fermé où il faut trouver des solutions offensives. Et j'ai trouvé que les trois quarts, on les a quasiment pas vus du match. Enfin, en première mi-temps, on les voit assez peu. Et quand on les voit, c'est pour des petites passes. Alors ça, il y a beaucoup de passes, hein. C'est intéressant. Mais il ne se passe pas grand-chose. Ça me rappelle un petit peu, pour ceux qui se souviennent, l'Espagne à la Coupe du Monde cette année, en foot. C'est un peu le même truc. C'est-à-dire qu'on se fait beaucoup de passes, mais c'est un peu du handball. Alors que le rugby, l'intérêt de la passe, c'est quand même d'amener des ouvertures dans la défense adverse. Et là, il n'y en avait pas du tout. Et on ne peut pas dire que l'Italie, ça soit la plus grande défense du tournoi Destination, même s'ils ont fait un très bon match. En parlant de l'Italie, moi ce que j'ai aimé du côté de l'Italie, la défense. La défense en première mi-temps. Au final, ils prennent pas d'essai en première mi-temps. Ce qui leur permet d'être proche au score. C'est de la défense où on ne prend pas de risque. Il n'y a pas de montée agressive comme de la part des Écossais, mais c'est costaud parce que ça défend en respectant les règles, c'est-à-dire en ne subissant pas trop les impacts. Ils ont subi un petit peu, les Italiens, mais en essayant de ne pas trop subir les impacts et surtout de ne pas se faire avoir dans la largeur. Ce que j'ai aimé également du côté des Italiens, c'est les intentions de jeu. Ils n'ont pas abandonné le match. Ils prennent un petit peu le bouillon à partir de la 50e minute. Mais les Italiens, j'ai trouvé que même quand ils ont été menés,
et même quand ils savent que ça va être très compliqué de revenir, ils n'ont pas lâché le match. Ils ont continué à faire des bonnes attaques, à faire du bon jeu. Et moi, j'ai vraiment apprécié ça parce que on parlera du match de l'équipe de France, mais les Français, ils n'ont pas fait ça pendant le match. En deuxième mi-temps, ils abandonnent complètement le match. Alors que là, les Italiens, bah, ça leur permet de marquer un essai, de se dire, ah, bon, on va peut-être pouvoir prendre alors, je sais pas, un petit bonus défensif, mais au moins quelque chose, quoi. Essayer de gratter quelque chose. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, ce que j'ai trouvé de négatif du côté de l'Italie. Beaucoup trop de fautes. Premier quart d'heure, 4 fautes. Dès le premier quart d'heure. C'est dû aussi au fait qu'ils n'ont jamais réussi à gratter de ballon. Il y a très peu de ballons grattés de la part des Italiens dans ce premier quart d'heure. Et donc ils ont énormément subi. Ils ont quasiment pas la possession en fait sur les 30 premières minutes du match. Les fautes, ça permet à l'adversaire de marquer des points au pied, surtout quand en face c'est Dan Bigard, qui est quand même pas n'importe qui. Et puis les Italiens, le jeu au pied, catastrophique la plupart du temps. Alan, il a fait un petit peu comme Morgan Parra, on reviendra dessus, mais il balance beaucoup de ballons, sauf que ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait. Un ballon rugby, il est intéressant quand c'est des ballons où la longueur, on va dire, c'est une quinzaine de mètres. Quand ça va au-delà, ce n'est plus intéressant du tout. Et Alan, enfin le jeu au pied italien, c'était souvent ça, c'est-à-dire des longs ballons qu'on balance, plein axe. Et l'intérêt là-dessus, il est quand même très limité. On passe aux joueurs. Alors moi, ce que j'aimais du côté du Pays de Galles, c'est pas un joueur, c'est en fait... Bon, très clairement, j'ai pas réussi à déterminer un joueur au-dessus du côté du match Pays de Galles-Italie. Donc moi, j'ai trouvé Warren Gatland. Parce que en termes de stratégie, du côté du sélectionneur gallois, je trouvais que c'était très intéressant. Il a fait tourner son effectif, il a lancé beaucoup de jeunes sur ce match, où il a utilisé beaucoup de jeunes pour leur donner de l'expérience face à l'Italie. Pourquoi c'est intéressant? Pour les jeunes gallois, l'Italie, ils savent que c'est un match qui va leur permettre de pouvoir se faire une expérience internationale et de se montrer. Pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire qu'ils auront l'envie de bien jouer face à l'Italie. C'est plus intéressant de faire ça que ce qu'a fait Jacques Brunel en lançant des jeunes face à l'Angleterre à Twickenham. Là, on ne prend pas beaucoup de risques. On les lance en Italie en plus, à l'extérieur. On sait que normalement on a une marge sur les Italiens. Ils ont plutôt fait un bon match en plus. Puis ça lui permet d'avoir de la fraîcheur pour le match dans 2 semaines face à l'Angleterre. Moi, ce que j'ai pas aimé par contre au niveau des joueurs, c'est les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps de Dan Bigard. Ces 10 dernières minutes de jeu même. Il nous a fait un festival de ce qu'il ne faut pas faire au pied. Il trouve pas une touche. Il rate une transformation. Il a fait des mauvais choix et tu le sentais complètement perdu en deuxième mi-temps. Alors que l'équipe italienne, bon, même si elle avait des bonnes possessions de ballon, c'était quand même assez loin des 22 Gallois. Là encore, j'ai pas vraiment compris. Il sort complètement de son match. C'est dommage, c'est dommage. C'est un joueur en plus qui a de l'expérience. Et je comprends pourquoi Warren Gatland l'a fait sortir, parce qu'au bout d'un moment, il fallait arrêter le massacre. Du côté des Italiens, j'ai trouvé qu'Abraham Stein a fait un très grand match. Déjà, il permet à l'Italie de revenir dans la rencontre avec ce premier essai. Puis moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a une statistique également, comme Jimmy Ritchie, du côté de l'Écosse, 95 plaquages réussis dans le match. C'est plutôt très intéressant. Déception pour moi du côté de l'Italie, mais c'est une déception assez récurrente pour moi quand je vois l'Italie jouer à chaque tournoi à destination. C'est Tommaso Alan. Alors je sais qu'en Italie, on n'a pas forcément un vivier de joueurs exceptionnel, mais je pense qu'il y a quand même meilleur que Tommaso Alan aujourd'hui au poste qu'il a. Il a raté des transformations qui auraient pu permettre à l'Italie de passer devant en fin de première mi-temps par exemple. Il a raté beaucoup de jeux au pied. Le jeu au pied qu'a pratiqué Tommaso Alan, il servait pas à grand chose, à part donner des ballons au Pays de Galles, qui heureusement n'en a pas profité énormément. Mais j'ai trouvé que voilà, Tommaso Alan était un peu en dessous dans ce match. Alors le match est intéressant,
Et en termes de qualité de jeu, il est pas dingue. Donc moi, j'ai décidé de lui mettre 6,5. Voilà, avec quelques encouragements pour l'Italie, mais c'est pas un match extraordinaire, très clairement, que nous ont produit les deux équipes.